Michel Courchaine, Stéphane Bergeron, Michael Fortier, bonsoir. 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 Bon, bien, on n'est pas sorti du bois entre le gouvernement Legault et les médecins, et spécialistes et omnipraticiens. Je vous fais écouter tout de suite un petit extrait, ceux qui n'étaient pas avec nous plus tôt dans l'émission, du ministre Dubé qui dit là, le temps file, et d'ici quelques semaines, ça va être réglé, censé s'il veut faire passer la loi, et il y aura vraisemblablement, à moins qu'il y ait une entente, une loi spéciale, là, c'est obligé. On écoute le ministre, on revient. Quand est-ce que ça va se régler? Par force ou pas, mais quand est-ce que ça va se régler? Moi, je pense qu'on va régler ça dans les prochaines semaines. Pour être très clair, là, je le répète, M. Roy, là, je veux rassurer les Québécois, il y a urgence d'agir. Bon, alors, dans quelques semaines, on revient au Parlement la semaine prochaine. Tour de table d'abord, Michel Courchaine, sur l'allure d'une négociation qui n'est plus vraiment une négociation à l'heure où on se parle, là. Où vous en êtes dans votre analyse de la situation? Je ne pense pas qu'on n'a jamais eu une véritable négociation. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on a fait depuis des décennies au Québec, il y a un processus de négociation. Les médecins sont habitués à ça, c'est ce qu'ils veulent. Et là, ce gouvernement, dès le départ, a déposé un projet de loi. Un projet de loi, vous l'avez dit, qui va établir les modes de rémunération, puis il va établir les critères aussi, les modes de prise en charge des médecins liés à leur performance. Soyons pas trop techniques. Il change les règles du jeu, là. Il veut un droit de gérance. Et ça, la loi 106, c'est ça. Je lui parlais de l'article. Il dit ça va rester, M. Roy, on peut le réécrire, mais cette volonté-là va rester. Oui. Ça passe pas. Non, ça passe pas depuis le début. Okay. Et ça n'a pas permis de faire évoluer les discussions, pas même avec le médiateur. Ouais. Donc, c'est une impasse profonde de principe, et d'un côté et de l'autre. Alors, ils sont jamais arrivés à se rencontrer. Et comment on peut mesurer la volonté d'y arriver à partir du moment où, effectivement, le gouvernement... Puis le gouvernement est légitime, là. Il a le droit de déposer sa loi avant les négociations. Il a le droit de tout faire ça. Mais c'est pas comme ça qu'on a établi les processus de négociation jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi le droit de changer la façon de faire. Absolument. Il est élu, on verra. Stéphane Bergeron, est-ce que le gouvernement, cette idée de changer, d'avoir un droit de gestion pour le gouvernement du Québec et d'avoir un droit de regard presque permanent sur l'organisation du travail, est-ce que vous trouvez que ça tient la route? Ça passe pas, on l'a dit. Est-ce que ça tient la route? Bien, dans un premier temps, le gouvernement a, dès le départ, indiqué qu'il souhaitait trancher, faire quelque chose de diamétralement différent de ce que tous les gouvernements ont pu faire jusqu'à présent. Et donc, quand Michel dit on est dans un autre mode de négociation où il y a, à toutes fins utiles, pas de négociation, je pense que c'est un peu ce que le gouvernement cherchait en disant nous, on va mettre les médecins au pas. Aucun gouvernement jusqu'à présent n'a réussi à mettre les médecins au pas. Nous, on va le faire. Et donc, c'est un projet de loi qui est, dans sa facture même, un peu autoritaire. Et les médecins qui ne sont pas habitués de se faire bousculer comme ça réagissent, évidemment. Maintenant, pour les Québécois, tout ça apparaît un peu ésotérique. Quand on entendait aujourd'hui le président de la FMOQ dire on ne peut pas jouer à la loterie avec la santé des Québécois et des Québécoises, bien, il y a beaucoup de monde dans son salon ou dans sa cuisine qui se dit « Ouais, mais qui est-ce qui joue à la roulette russe avec la santé des Québécois? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que ce sont les médecins qui retardent la formation de nouveaux médecins? Est-ce que ce sont les médecins qui refusent de faire davantage d'heures les soirs, les fins de semaine? Qui joue véritablement à la roulette russe avec la santé des Québécois? Et tout le monde, évidemment, est autorisé à se poser la question. Et on n'a pas vraiment la réponse parce que tout se déroule un peu derrière des portes closes. Moi, j'aimerais ça. Je veux bien donner le bénéfice du doute au président de la FMOQ de dire que le gouvernement joue avec la santé, à la roulette russe, avec la santé des Québécoises et Québécois, mais il faudrait qu'il soit un peu plus spécifique pour nous dire en quoi, précisément, le gouvernement joue avec la santé des Québécois et des Québécoises. Parce que pour le moment, on ne le sait pas vraiment. On est dans des formules toutes faites qui font la clip, mais on n'a pas vraiment de détails sur ce qui se passe véritablement. Michael Fortier, ça traîne en longueur. Comment vous voyez la possible suite des choses? Puis là, ça se complique, là. On s'attaque au Collège des médecins
les médecins, je parle, un groupe de médecins, devrais-je dire, au Collège des médecins, on traite le ministre de fossoyeur, etc., etc. On s'en va où, là? Bien, c'est devenu très personnel entre le ministre et les médecins, ce qui est malheureux. Et mon impression de l'extérieur, c'est que dès le début, le gouvernement, le gouvernement a le droit de demander aux médecins des aménagements sur les conditions de travail. Absolument. Pourquoi? Parce qu'ils nous représentent, ce gouvernement, pas parce qu'on n'a pas voté pour eux, ils représentent les Québécois. Les Québécois payent des impôts et c'est avec ces impôts-là que les médecins sont payés. Mais en même temps, si tu souhaites des aménagements et que tu connais ta contrepartie, et tu connais l'approche de ta contrepartie face à des changements sur les méthodes de travail, il me semble qu'il y a une façon différente qui aurait pu les approcher. Moi, j'ai trouvé que dès le début, ils ont tenté de les diaboliser. Ils ont voulu les dépeindre comme des méchants, comme des gens paresseux même. En fait, ils s'en cachent presque pas. Vos médecins ne travaillent pas, vos médecins ne sont pas disponibles. Moi, ce matin, Patrice, par hasard, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Une affaire pour 8 heures ce matin. Et je suis passé par 7 personnes, OK? C'était pas des médecins, là, c'était des employés de l'hôpital, un poste, l'autre poste, le 3e poste. Et quand je suis arrivé à mon rendez-vous, bien évidemment, on était 14 à 8 heures. et ça, bien, ça peut pas être la faute des médecins, right? Il y a un gros problème de logistique. Je comprends que M. Dubé veut régler la rémunération, Patrice. Je le comprends très bien. Mais il veut faire porter le fardeau. Vous êtes passé à quelle heure, Michael? Je suis passé à 9 heures. Et la personne que j'ai rencontrée, je ne dirai pas son nom, ça a été 2 minutes. Ça a été 2 minutes exceptionnelles, je veux lui dire. Mais le problème, c'est que j'ai attendu 58 minutes. Okay. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est la logistique. Et on veut faire porter ce fardeau, Patrice, aux médecins. Et ça, c'est pas fair. Mais les médecins aussi, j'aimerais ça leur dire ceci. Retournez en classe. C'est pas correct ce que vous faites à cette génération de jeunes étudiants et étudiantes. Ce sont vos successeurs. Et ceux qui vous ont enseigné à vous, qui nous écoutez maintenant, il y a 15, 20, 25, 30 ans, si vous avez fait ce coup-là, vous auriez été totalement exaspéré et vous auriez demandé aux médecins de revenir en classe. En revenant en classe, vous n'êtes pas en train de plier au gouvernement, vous êtes en train de réinvestir dans la communauté et dans le Québec de demain. C'est pas parti pour ça, là, parce que... Il devrait le faire! Et lundi, c'est Michel Courchain, c'est la date... Ouais. Si ça ne se règle pas, puis il ne donne pas les cours et l'encadrement, il y a une cohorte là, qui va être en retard pour tout un cycle. Absolument. Puis c'est franchement inacceptable. On peut pas accepter ça. Et moi, ce que je constate, là, encore là, si on revient 10, 20, 30 ans en arrière, en ce moment, la lecture que j'ai, c'est que ces 2 fédérations-là sont encore plus corporatistes que ce qu'on a déjà connu. Et ça, c'est dommage, parce que ça, c'est pas être au service des patients et de la société en général. Et en empêchant, justement, ces étudiants-là de pouvoir terminer leur stage pour des intérêts autres, d'une certaine façon, ça va trop loin. Ça va trop loin et ça ne va pas servir leur dossier d'aucune façon parce que de toute façon, ils savent que ça va finir par une loi spéciale. Alors, ces moyens de pression-là qui vont amorcer lundi ou continuer dans d'autres cas, ça fait que pénaliser notre relève dont on a bien besoin parce qu'on manque de médecins de famille, puis on va manquer de médecins spécialistes dans certaines spécialités aussi. Très bien. Alors, ça sert à personne. OK. Un tour de table rapide sur le docteur Gaudreault qui s'est fait attaquer là, par un groupe de médecins. Il risque d'être destitué du Collège des médecins demain. Mais là, il y a un autre groupe. Enfin, bref, lui, il avait dit... Pourquoi ils sont furieux contre lui? Je vais vous montrer la citation. Il y a quelques semaines, il avait dit, parlant des moyens de pression, il avait dit « La responsabilité sociale individuelle et collective de notre profession commande de cesser de pénaliser les futures cohortes des médecins. » Et c'est pour ça qu'on lui a tiré dessus. On a dit « Vous n'avez pas à faire ça. » Lui, il est là pour le public, là, Stéphane Bergeron. Le Collège des médecins, il doit protéger le public et non pas les syndicats de médecins. La situation dans laquelle on se retrouve, c'est comme si on avait convoqué une assemblée de loups pour destituer le chien de berger.
Et c'est ça qui est totalement inadmissible. Le président de la corporation, pas de la corporation, mais de l'Ordre des médecins, lui, sa responsabilité, effectivement, c'est de protéger le public. Et ce qu'il a dit, c'est tout simplement la réalité. Les médecins sont soumis à un ordre, à un code de déontologie, et à plusieurs égards, les médecins, je dirais, violent le code de déontologie. Et c'est le rôle du collège des médecins, de faire ce genre de rappel à l'ordre aux médecins et de voir les médecins dire, ben, on n'est pas content de ce que tu nous dis, on va te destituer. Moi, je trouve ça totalement inadmissible. Et ce que ça annonce, c'est encore une fois une prise de décision autoritaire de la part du gouvernement pour empêcher que de telles choses puissent se reproduire à l'avenir. D'après ce que j'en sais, on n'a jamais vécu une situation comme celle-là par le passé. C'est tout à fait inédit que les médecins s'attendent à ce que le collège ne protège pas le public, mais les protège eux. OK. Alors, ayant dit tout ça, Michel Courchaine, Michael Fortier, est-ce que vous voyez se dessiner, Michel, vous avez déjà été dans ce film-là, une loi, d'abord, la loi 106 adoptée et une loi spéciale, et que, dans le fond, ça va peut-être faire l'affaire des deux partis, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, puis bon, le Dieu va être sur la loi spéciale, puis on passe à un autre appel. Michel. Absolument. Moi, je pense que le ministre le dit tantôt, c'est urgent. Bien, urgent, ça veut dire, reviennent la semaine prochaine, déposez votre loi la semaine prochaine. Puis c'est pas ce que... Tu sais, quand on a exercé ces fonctions-là, là, comprenons-nous bien, c'est pas ce qu'on favorise, puis c'est pas ce qui devrait être. Mais là, rendu où on est rendu, comme je vous disais tantôt, les deux partis sont tellement ancrés. M. Legault, il a vu sa loi. Ça fait 20 ans qu'il veut lier le critère de performance à la rémunération. Il ne va pas reculer là-dessus. Le ministre Dubé, il s'est commis, il ne va pas reculer là-dessus. Okay. Alors, à partir du moment où c'est rendu à ce point, allons-y, déposons. Réglons ça, passons à autre chose. Michael, déposons. Êtes-vous d'accord? Loi spéciale, c'est peut-être le seul outil qui reste? Non, moi écoutez, si on y arrive, on y arrive. Mais entre-temps, j'espère qu'on va épuiser toutes les possibilités, toutes les autres options. Et quand on voit ce bras de fer qui est devenu très personnel entre M. Dubé et la Fédération, puis il y a peut-être probablement 2-3 médecins là-dedans qui sont en première ligne, moi, je pense que ça crie à une solution d'intervention d'autres personnes. Alors, qui dans ce gouvernement, ou peut-être même à l'extérieur de ce gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas un politicien, est-ce qu'il n'y a pas un médecin en qui les médecins ont confiance, qui pourrait intervenir? Et même chose du côté des médecins. Moi, je pense qu'on est rendu, Patrice, pour vraiment régler ça, il faut enlever le dossier pas lui enlever, mais faire intervenir une tierce partie. On fait souvent ça dans des négociations dans le secteur privé. Quand on arrive à une embûche, on fait intervenir d'autres gens, on fait devenir les présidents de compagnie pour qu'ils se parlent entre eux. Ben, c'est Legault, le président de compagnie. Ben, exactement. Mais Legault, est-ce qu'il a encore un ascendant? Est-ce qu'il a encore cette influence? Est-ce que lorsqu'il descend de son 14e étage au rez-de-chaussée, est-ce que les gens l'écoutent encore? Très bien. Est-ce que M. Carney va réussir? Stellantis, cette semaine, c'est une grosse nouvelle et une grosse mauvaise nouvelle pour l'Ontario, pour l'industrie de l'auto. On va écouter M. Carney qui se faisait poser la question aujourd'hui. Est-ce que vous ne devriez pas songer à des ripostes possibles? Là? Est-ce qu'on revient à ces scénarios? On écoute, puis on revient. J'ai eu une longue conversation avec le PDG de Stellantis et il m'a donné des assurances en ce qui concerne les options pour l'usine à Brampton. Une option, c'est de travailler à une autre usine de Stellantis. Et la deuxième, d'assurer que le soutien pour les travailleurs reste le même que maintenant, qu'avant l'annonce de Stellantis. All Trump does is continue. We're nice, play nice in the sandbox. I am sick and tired of sitting and rolling over. We need to fight back. C'est le moment d'avoir des discussions. Nous sommes dans des négociations intensives en ce qui concerne le secteur de l'acier, l'aluminium et de l'énergie. There's times to hit back and there's times to talk, and right now is the time to talk. C'est un moment pour discuter, non pas pour riposter. Michael Fortier, il parle de l'acier, l'aluminium, l'énergie, encore une fois, mais pas un mot sur l'industrie de l'auto. Est-ce que l'industrie de l'auto, on peut encore sauver les meubles, d'après vous? Et on était ensemble la semaine dernière.
qu'est-ce qu'on s'est dit les quatre? Mais en fait, Stéphane n'était pas là. Trump venait de parler de l'auto, right? Il a mentionné l'auto durant les discussions ouvertes à la Maison-Blanche. Et c'était un signal. Lui devait savoir, il savait déjà, que Stellantis partait. C'est pour ça qu'il l'a mentionné. On avait 4 ministres sur un divan, on avait un premier ministre sur une chaise, puis eux ne le savaient pas. Je leur en veux pas. Si Stellantis n'a pas voulu le partager avec eux, c'est malheureux. Mais ça vous dit jusqu'à quel point on est de tout petits joueurs, Patrice, dans ce match. Et je suis très content d'entendre M. Carney dire « J'ai parlé au président de Stellantis » parce que la réaction de la ministre Joly hier, c'était au contraire, je vais te poursuivre. My lawyer will call yours. Hey, ça donne quoi, ça? Tu sais, tu fais pas ça quand tu es ministre. Tu demandes à un adjoint parlementaire de faire ça. Là, il faut rebâtir les ponts avec eux. Mais savez-vous ce qu'il faut faire aussi, Patrice? C'est qu'il faut prendre la liste de tous les manufacturiers américains qui ont une branche canadienne, puis commencer à les regarder. C'est pas juste dans l'auto. L'autre bord, là, du fleuve, qu'est-ce qu'on a à Longueuil? Pratt & Whitney. Savez-vous combien de monde travaille chez Pratt & Whitney? Des milliers. Moi, j'ai visité leurs installations au Connecticut et partout aux États-Unis. Ils pourraient facilement prendre toute l'installation du Québec. Alors, j'espère qu'on parle à Pratt & Whitney, qu'on parle à Boeing, qu'on parle à Lockheed Martin, qu'on parle à toutes ces sociétés-là qui sont basées au Canada et qui fabriquent des trucs pour s'assurer qu'on va les garder ici avant qu'on apprenne un jeudi matin que telle entreprise ressente ses opérations aux États-Unis. Ouais. Stéphane, parler, oui, mais c'est ça. Le gros bout du bâton, disons, on ne l'a pas. Quoique pour l'achat militaire, si on achète d'autres F-35, on a une marge de manœuvre de négociation. Mais Stéphane, comment vous avez vu ça, Stellantis? Écoutez, on est dans une situation extrêmement difficile et on a un premier ministre qui s'est fait élire en disant « je vais hausser le ton ». Et dès qu'il a été élu, il répète inlassablement que c'est le temps de discuter, puis on discute, puis on discute, puis on fait des pas par en arrière, puis on fait des concessions, mais on n'obtient absolument rien. Le président ne fait qu'ajouter continuellement de nouveaux tarifs. Et moi, j'aimerais donner un coup de chapeau à la publicité que le gouvernement de l'Ontario a commencé à diffuser aux États-Unis, où on entend une voix très radiophonique qui nous explique que les tarifs, c'est une bonne idée si on veut des résultats à court terme, mais qu'à long terme, ce n'est pas une bonne idée, que ça entraîne des pertes d'emplois, que ça entraîne de l'inflation. Et à la fin, on découvre que cette belle voix radiophonique est celle de Ronald Reagan, qui a été président républicain dans les années 80. Et donc, je trouve que c'est une façon de mettre les républicains devant leurs contradictions. Maintenant, par rapport à Stellantis puis aux autres fabricants d'auto, est-ce qu'on va aussi discuter ou est-ce qu'on va également les mettre devant le fait qu'ils ont des responsabilités? Et c'est un petit peu, je pense, ce que disait la ministre Joly hier. Bon. Il y a des engagements qui ont été pris, puis on s'attend à ce que ceux-ci soient respectés. Michel Courchaine, conclusion. Mais pour faire suite à ce que dit Stéphane, c'est que l'économie aux États-Unis va beaucoup mieux que ce qu'on aurait espéré avec l'imposition des tarifs. Exactement. On pensait que l'inflation serait beaucoup plus galopante. On pensait qu'il y aurait encore plus de pertes d'emplois, mais l'économie, pour l'instant, se porte bien. Fait que même si on fait la publicité, les Américains ne le voient pas à court terme, ne sont pas encore dans l'effet, les conséquences négatives de ça. Et M. Trump, oui, a l'air de gagner son pari. Et moi, je suis d'accord avec Michael. C'est inquiétant. Puis on a énormément au Québec d'industrie américaine et c'est inquiétant pour l'avenir et il faut qu'on trouve la façon de créer ces liens avec ces entreprises pour les garder. Mais c'est tout un défi. Merci beaucoup. Merci Michel Courchaine, Stéphane Bergeron, Michael Fortier. À très bientôt. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir.